Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais je vous souhaite la bienvenue à No Talks, qui est lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement ainsi que le Mohammed Ben Rachid Al Maktoum Knowledge Foundation. Je suis Stéphanie Boustani de PNUD et je suis très contente d'être parmi vous dans cette session qui tourne autour des musées, préserver et transformer les connaissances. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Manuel Rabaté, qui est le directeur du Louvre Abu Dhabi. Bonjour et soyez le bienvenu, Monsieur Manuel. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi que d'être parmi vous et que de travailler également en collaboration avec le PNUD, que ce soit sur ce projet ou sur d'autres projets concernant le musée et la transformation des connaissances. Nous sommes vraiment très excités d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, Manuel, je vais donner quelques remarques, s'il vous plaît. Premièrement, notre séance sera présentée en anglais. Cependant, nous avons l'interprétation vers l'arabe et vers le français. C'est la première et je pense que c'est une pratique qui va être mise en œuvre à partir de cette séance. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, vous aurez également l'interprétation vers le français. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le globe terrestre et d'avoir l'interprétation vers votre langue de prédilection. Si vous avez une question également que vous voulez poser à Monsieur Manuel pendant la séance de questions-réponses, je vous demande également, s'il vous plaît, de bien vouloir écrire votre question dans la boîte à discussion. Je voudrais vous dire que cette séance sera enregistrée et bien sûr, vous allez également recevoir des certificats de participation ou des attestations de participation. Donc voilà, bonjour encore une fois, bienvenue Monsieur Manuel. Je vais vraiment donner une brève biographie de vous, Manuel Rabaté. Donc, vous avez reçu votre diplôme de Sciences Po et de la HESC Business School et chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous êtes le directeur du Louvre Abu Dhabi depuis 2016. Vous surveillez tous les aspects de ses opérations et de son activité depuis donc 2016 depuis son ouverture. Avant, vous avez rejoint l'agence France Museum un an après la signature de l'accord intergouvernemental entre la France et Abu Dhabi. Après. Donc, après la signature de cet accord intergouvernemental entre la France et Abu Dhabi. Vous avez été le directeur financier, premièrement, puis secrétaire général et directeur général 2008-2016. Vous avez été élu donc directeur adjoint du développement culturel 2005-2008 du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir parmi nous et d'entendre de vous des informations reliées au monde des musées, de la connaissance. Si les musées façonnent le savoir ou vice-versa, quel est l'avenir des musées? Et toutes ces questions qui sont vraiment très intéressantes et ces problématiques très intéressantes. Stéphanie, je te demande s'il te plaît de m'arrêter lorsqu'il faut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vraiment de vous parler de ce projet du Louvre Abu Dhabi. Et les questions que tu as posées sont vraiment très fascinantes, problématiques et même épineuses. Parce que comme tu le sais très bien et que vous le savez très bien, bien sûr, quand on parle de musée, on parle de la conservation du savoir. Donc, on parle également de préserver ces connaissances. Ce qui est vraiment particulier au Louvre Abu Dhabi, c'est que c'est un musée qui est récent, relativement récent. Donc, en novembre, nous allons célébrer le 3e anniversaire, si vous voulez, depuis l'ouverture de ce musée. Donc, j'habite à Abu Dhabi. J'ai visité Abu Dhabi avant d'être le directeur, pardon, du Louvre en 2014. Donc, je suis vraiment très familier. J'ai vraiment bâti des liens assez personnels avec la ville.
Donc voilà, je vais maintenant passer à la diapo suivante. Donc le Louvre Abu Dhabi, voilà, c'est situé aux Émirats Arabes Unis. Il y a une certaine architecture abrahamique. Le Louvre est dans une île très cotée. Donc, je voudrais vous dire que le Louvre Abu Dhabi n'est qu'un seul musée parmi d'autres. Donc, nous avons également le musée abrahamique où là, il y a les représentations des trois religieuses monothéistes, donc une synagogue, une mosquée et une église. Je pense que malheureusement, l'angle n'est pas très clair, mais voilà. L'endroit était très impressionnant. Et je voudrais vous dire qu'il y a une certaine transformation en matière d'équipement en ce qui concerne la préservation et la transformation du savoir. Donc, un petit aperçu historique. Comme vous savez, le savoir se construit avec le temps. Donc, c'est un processus qui est assez lent. Nous avons besoin vraiment du temps pour pouvoir cueillir, si vous voulez, le fruit de ce processus. C'est pour ça que donc l'accord intergouvernemental entre la France et Abu Dhabi a été signé en 2007 et le Louvre Abu Dhabi n'a ouvert ses portes qu'en 2017. Donc voilà, c'est un processus qui est attilant, ça prend beaucoup de temps pour être mis sur pied. Donc c'est très important de savoir où on en est en ce qui concerne l'architecture. L'architecture est arabesque, il y a le souk des Lumières, il y a également une pluie de lumière qui pénètre dans ce musée à travers un dôme de 7500 tonnes. C'est inspiré par la coupole, un trait distinctif dans l'architecture arabe, et il s'agit de 8 couches et de 7850 étoiles. Donc, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bédouin. Les caractéristiques du musée rappellent vraiment le pays. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur. Là, vous voyez des formes architecturales qui rappellent le Casa, qui rappellent donc vraiment cette culture arabesque. Donc voilà, c'est sur une presqu'île reliée à la Terre sans pour autant être complètement voilà, sur la Terre pleine. Donc, lorsque nous avons ouvert nos portes en 2017, c'était vraiment notre chance pour repenser le monde des musées. Et là, on parle plutôt du musée encyclopédique. C'est un concept qui a commencé à l'Ouest dans le XVIIIe siècle à peu près et qui a vraiment été adapté à tout pays, à toute culture différemment. Et chaque pays, voilà, chaque peuple, chaque civilisation, si vous voulez, a réinventé ce concept de musée encyclopédique. Donc là, vous avez le livre du monde. Donc, pour organiser le savoir, il s'agit vraiment de suivre un certain ordre chronologique. Donc, ça commence par le grand vestibule.
Il y a la première aile, les premiers villages, les civilisations et les empires. Donc, dans le grand vestibule, on repense, on réorganise, si vous voulez, l'ordre chronologique de notre civilisation humaine dans la région. C'est-à-dire qu'on commence par les premiers villages. J'ai déjà visité le musée national de la Jordanie et là, on voit vraiment l'accent qui est porté sur les premiers villages, les premières civilisations. Donc, je pense que c'est une invention très ambitieuse à Abu Dhabi. C'est vraiment de vouloir mettre en exergue plusieurs civilisations, plusieurs cultures dans un même espace, si vous voulez. Donc, ce qui voudrait dire vraiment que le savoir est bien distribué entre les différentes ailes du musée. C'est vraiment un espace qui est très créatif. Donc, il y a des formes, des techniques, des matériaux, bien sûr, architecturaux plutôt, qui ont été utilisés à bon escient pour pouvoir distribuer ce savoir, pour pouvoir le faire passer d'une façon très subtile. Donc, dans le deuxième aile, pardon, on parle des religions universelles. Je voudrais vous rappeler que c'est vraiment un musée d'art de différentes cultures et religions, mais voilà. Donc voilà, c'est une aile qui est vraiment dédiée aux religions universelles. Donc, il s'agit vraiment de montrer le respect mutuel et de comprendre comment le musée peut vraiment montrer ce respect mutuel, comment vraiment les civilisations ont pu vivre d'une façon très harmonieuse. Donc, toute personne qui visite le Louvre à Abu Dhabi va vraiment avoir une expérience qui est très personnelle de cet espace. Donc, en ce qui concerne le savoir, bien sûr, c'est une expérience qui est très personnelle parce qu'il s'agit vraiment de marcher dans des galeries, de voir l'art et de côtoyer l'art de façon vraiment très différente. Donc, il y a également une aile consacrée aux routes commerciales asiatiques. Et bien sûr, il s'agit de mettre en exergue les connexions entre les différentes civilisations, le partage du savoir et également le commerce, donc qui a été échangé parmi les différentes civilisations et cultures. L'aile 3 est consacrée à la première mondialisation. L'aile 4, c'est la modernité au défi, si vous voulez. Nous avons également un espace développé en octobre 2021 qui traite de la question du dragon et du phénix. Après, on a donc l'aile consacrée au château de Versailles et le monde. Donc, bien sûr, nous avons eu des expositions temporaires également où voilà, des œuvres d'art ont été exposées au musée. Et nous avons également donc des artistes émiratis qui ont pu exposer, qui ont pu mettre dans le Louvre leur dernière créativité. Donc voilà, il s'agit vraiment de partager la beauté, de partager
la créativité et l'innovation. Donc, depuis son ouverture, le musée du Louvre à Abu Dhabi a accueilli 3 175 617 visiteurs, bien sûr à cause de la pandémie et à cause du Covid. Ce chiffre a été stable ou encore a stagné pendant quelques années. Mais voilà, même si les chiffres ne paraissent pas être très précis, mais voilà, je pense que grosso modo, nous avons accueilli à peu près 3000 visiteurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles et nous avons effectué jusque-là 5000 visites guidées par les écoles. Nous avons accueilli 10 500 enseignants. Nous avons organisé 8 600 activités pour tout le monde ou à peu près 5000 participants. Donc, avant le Covid, je pense qu'on accueillait à peu près 25 ou 30 groupes d'enfants par semaine. En ce qui concerne la question de transmission du savoir, et je pense que c'est une problématique qui est très intéressante vraiment à discuter, je voudrais vous dire que c'est très important de comprendre les objets, de comprendre ce qui est exposé. Il s'agit vraiment d'expliquer d'où on a ramené ces objets, si vous voulez. Donc, c'est vraiment le musée de l'inclusion, de l'accessibilité, et c'est très important de pouvoir accueillir les personnes qui ont un certain handicap ou comme on appelle à Abu Dhabi, les personnes de détermination. Voilà comment ils sont. Voilà l'appellation en fait qui leur sont attribuées. Donc voilà, nous avons également travaillé avec des artistes pour regarder l'art de manière créative, pour également lancer des séances, des classes pour vraiment offrir la possibilité de s'engager dans le musée avec soi-même. On a eu donc un espace de bien-être. Le Louvre est un lieu sûr où les opportunités thérapeutiques multimodales ont été expérimentées pour des moments d'apaisement, de réflexion, de ressourcement, d'expression de soi en lien avec la collection et l'architecture. Nous avons également le musée des enfants et c'était vraiment une idée très créative. Et c'est vraiment l'espace de transmission, c'est vraiment l'espace qu'on a consacré à la transmission du savoir, puisqu'on a accueilli plus de 120 000 étudiants depuis notre ouverture. Donc, voilà, vous voyez devant vous cet espace consacré aux enfants. C'est vraiment une nouvelle idée qui a été mise en place. Et nous voulons vraiment que cet espace soit un espace d'échange, soit un espace d'échange avec les enfants. Donc voilà, on regarde les enfants de façon assez différente quand même lorsqu'ils sont dans cet espace, dans ce musée. Donc les enfants jouent à un certain jeu éducatif, pédagogique. Donc, ça permet vraiment aux enfants d'avoir ce côté éducatif et en même temps, ça le permet d'avoir ce côté divertissant. Donc, nous avons également lancé des séminaires, des workshops, des ateliers de travail pour les enfants. Ça
permet vraiment d'avoir ce côté ludique pour les enfants. Nous avons également donc travaillé, comme je viens de vous le dire, sur le bien-être, sur la santé. Et pour en finir, peut-être je voudrais vous dire que c'est vraiment un espace pour s'éclater, pour s'amuser, pour lire des histoires, pour être exposé à la culture. Il y a des guides qui sont gratuits à télécharger. Et c'est vraiment un des défis les plus majeurs que nous rencontrons, c'est-à-dire comment on peut vraiment partager l'histoire de l'artiste. Bien sûr, voilà, on essaie vraiment de travailler sur un parcours trilinguiste, c'est-à-dire d'avoir tout le matériel en arabe, en anglais et en français, ce qui n'est pas chose donnée et ce n'est pas une chose facile. Donc voilà, lorsqu'on ajoute une langue, on devient beaucoup plus proche d'une certaine culture, d'une certaine civilisation, et c'est un peu le but également de ce musée, c'est-à-dire de faire savoir la culture et la civilisation française au public. Et voilà. Donc voilà, pour en finir, une photo du personnel de l'équipe qui travaille vraiment jour et nuit pour rendre de cet espace un espace réussi. Donc, lorsqu'on parle de transmission, on parle vraiment de transmission de savoir. La moitié du personnel sont des citoyens émiratis. Donc, on parle du contenu, de la programmation. Donc, il est vraiment très important de ne cesser de développer le contenu de ce musée, de travailler vraiment sur des problématiques différentes, de travailler dans des optiques plus élargies. Donc, bien sûr, on travaille sur la question de la sécurité, sur la question de la commercialisation. Donc, voilà, on a plusieurs priorités et ça dépend vraiment voilà, de cette vision artistique. Donc voilà, nous avons une large palette de jobs, de professions qui sont spécifiques au monde du musée. On essaie vraiment toujours de se développer et également d'être formé tous les jours. On apprend toujours avec ces nouveaux équipements, ces nouvelles machines et cette nouvelle vision de voir les choses. Voilà, je me contente de ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Manuel. C'est vraiment fascinant de voir le Louvre à Abu Dhabi. Personnellement, je suis une grande fan et je suis une grande fan des musées en général. C'est intéressant de voir vraiment comment tu as dit que c'est un musée universel, global, mondial, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire du monde et c'est dans la région du monde arabe. Ce n'est pas une branche du Louvre, c'est vraiment une entité à part entière. Et c'est là, c'est proche, c'est accessible. Et là, ça me pousse à parler de l'accessibilité du savoir, comment on a accès au savoir. Tu as parlé de l'importance de la traduction et donc de l'interprétation et de la traduction. Et là, nous voyons des questions en français écrites et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour vraiment construire sur ce que tu viens de dire, Stéphanie, lorsqu'on parle à un public français et francophone dans la région, il faut comprendre que le nom du musée marie vraiment deux noms qui sont très forts. Donc, premièrement, on a le Louvre qui est un nom très fort et deuxièmement, Abu Dhabi. Donc, vraiment, c'est un mariage très réussi, c'est un mariage consistant. Donc, le Louvre, c'est bien sûr un musée qui a son importance dans l'histoire de la France. Et Abu Dhabi, c'est également une ville très importante qui gagne de plus en plus en importance également. C'est une ville primordiale et majeure des Émirats arabes unis. Donc, ça reflète également l'identité du pays, l'identité musulmane, l'identité arabe.
Donc, il s'agit vraiment d'avoir des retombées au-delà du monde arabe. Et vous voyez vraiment ça dans notre vision des choses. C'est qu'on essaie vraiment d'être, voilà, d'aller plus loin, d'aller de l'avant, de sortir de cet espace limité géographiquement. Donc, ce qu'on fait vraiment au Louvre, à Abu Dhabi, c'est de travailler de façon artistique pour faire passer le message. Très bien. Je vais revenir pour parler des livres et de la production du savoir et des musées. Donc, ma première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez que l'art et les musées façonnent le paysage du savoir ou vice-versa? Ou sont-ils façonnés par lui? Je pense que c'est une relation double, si vous voulez, ou assez réciproque, parce qu'il s'agit de donner un certain retour, un certain feedback. Donc, pour l'art et les musées, je pense qu'ils fascinent tous les deux le paysage du savoir. Nous sommes en train de présenter un matériel. Et nous avons vraiment besoin d'avoir accès à ce savoir. Donc, on essaie vraiment de développer une relation qui est très réciproque. C'est vraiment la relation de la poule et de l'œuf, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un cycle, pardon, qui ne cesse de tourner. Donc, je pense que les deux se nourrissent, si vous voulez, simultanément. D'accord. Deuxième question. Que peuvent faire les musées et l'art en temps de crise, comme par exemple la pandémie du Covid? Et peut-il transformer la crise en opportunité? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que musée? Bien sûr, c'est la palisse. Si je dis que la pandémie a vraiment eu des retombées très conséquentes sur notre vie et sur donc sur notre train de vue et également sur notre vision des choses. Parce que vraiment, on ne peut pas considérer, par exemple, que le musée fera partie de nos priorités lors de la pandémie. Je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose en temps de crise, mais je pense que la crise nous permet de revenir sur la définition la plus primitive, si vous voulez, des musées. Donc, on parle vraiment d'une certaine composante internationale, culturelle et sociale. Et vous avez vu, bien sûr, l'architecture que nous avons opté de faire. Également les dortoirs que nous présentons. Donc, voilà, je pense que c'est un monde qui est assez tendu. Et c'est super que d'avoir un pays très puissant comme les Émirats arabes unis qui place vraiment la culture, les musées au cœur des priorités. Et ça nous permet vraiment, en tant que musée du Louvre, d'exceller. Et ça nous permet également de contribuer au désir vraiment de nous entendre mutuellement. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses crises qui malheureusement nous frappent en parallèle. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment gérer ces crises, gérer notre travail en temps de crise. Et toute crise permet vraiment de montrer notre résilience. Oui. Et bien sûr, les musées et les arts, l'art sont utilisés également comme des outils
de thérapie et également de récupération, de reprise, si vous voulez, de rétablissement. Donc, bien sûr, vous savez, nous avons des lois, des régulations qui sont très strictes, surtout pendant le Covid. Mais lorsque nous avons rouvert nos portes, le motto que nous avons décidé de mettre en application, c'est vraiment un musée qui est à l'écoute. Si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une expérience assez ouverte, et si vous voulez mettre tout ce savoir vraiment à portée de main du public, vous devez travailler de façon vraiment très ciblée. Donc voilà, c'est la campagne que nous avons lancée. Donc on a vraiment entrepris une approche très inclusive et nous travaillons également sur un certain domaine de savoir, comment développer la thérapie artistique, comment vraiment pouvoir apporter ce côté thérapeutique, ce côté de rétablissement à l'art et comment le faire par le biais de l'art. Et je pense que le musée est un endroit artistique, mais c'est également un espace qui est unique en son genre. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment intégrer ce côté artistique au côté thérapeutique. Donc voilà, il s'agit d'élargir les optiques. Vous savez que lorsqu'on pense des musées, on pense à un espace statique qui nous parle d'histoire. Cependant, dans votre présentation, on a vraiment vu le contraire, tout le contraire, je l'espère vivement. Et comment les musées se sont développés vraiment. Donc, ma question est la suivante. Vous nous avez dit déjà ceci dans votre présentation, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé? Comment transformer les définitions traditionnelles du musée? Comme vous savez, il y a une discussion assez prenante concernant l'avenir des musées. Donc, il y avait, j'ai participé à une conférence à Kyoto en 2019 concernant justement ce monde des musées et comment définir les musées de façon traditionnelle et conventionnelle ou pas. Donc, lors de cette conférence, on n'a pas pu vraiment nous mettre d'accord sur une définition traditionnelle du musée à l'unanime. Donc, voilà, c'est une conférence qui se tient tous les 3 ans. C'est une conférence internationale qui regroupe les spécialistes des musées. Est-ce que c'est une institution est-ce que c'est une entreprise, donc, ou une institution qui est statique? Donc, c'est une institution qui interprète, c'est une institution également qui travaille de façon très professionnelle et qui travaille en matière d'éducation pour transformer le savoir, pour interpréter. Donc, voilà, la définition a été lue très rapidement, dit l'interprète. On n'entend plus Monsieur Manuel. Donc, je pense voilà, que le débat est assez consistant sur le plan international, sur le plan mondial. Il ne s'agit pas d'une problématique qui est révolue, bien au contraire. Il s'agit vraiment de discussions
qui sont assez intéressantes. Et je pense que la question se pose également aux Émirats arabes unis pour essayer de comprendre la stratégie, la définition à donner pour les musées, comment travailler sur le réseautage, comment mettre en harmonie tous les musées, parce que tous les musées aux Émirats arabes unis, bien sûr, doivent être sur la même page. Comme vous le savez, les musées, par exemple, à Dubaï, sont assez différents des musées à Abu Dhabi. Donc voilà, il s'agit de plutôt voir les choses de façon harmonieuse et de mettre tout le monde sur la même page. Donc, le Louvre Abu Dhabi, comme je l'ai dit au début de ma présentation, est en train de refaçonner le monde des musées, est en train de refaçonner la définition très traditionnelle et traditionnaliste du musée. Donc, c'est bien sûr un musée qui explique l'histoire des nations, des Émirats, pardon, arabes unis. Donc, c'est un musée d'histoire, oui, mais c'est également un musée qui transforme le savoir et qui essaie de mettre en exergue la beauté créée par l'être humain, par l'humanité. Et également les miracles de la nature, si vous voulez. Et ceci de façon très harmonieuse. Donc, nous ne changeons pas la définition, si vous voulez, mais on donne plutôt un sens à cette définition. Travailler sur l'accessibilité, être vraiment à portée de main de la communauté, expérimenter le monde des musées de façon très personnelle. Et comment est-ce que vous nourrissez cette expérience? C'est une question que vous ne voyez pas en tant que visiteur, mais nous, on essaie vraiment de travailler sur cette question. Lorsque vous êtes en train de transformer les définitions traditionnelles du musée, je voudrais vous demander à quoi et à qui servent les musées en fin de compte? Tout le monde, tout le monde. C'est très important vraiment de comprendre, et je le pense. Lorsque nous avons ouvert le Louvre, nous avons dit que c'est vraiment un cadeau pour le monde. Donc, bien sûr, nous avons des segmentations, nous avons différents segments et nous avons des approches différentes. Cependant, nous sommes vraiment pour tout le monde. Nous sommes un musée axé pour tout le monde. Donc, aux Émirats arabes unis, c'est très important que les habitants, donc les citoyens des Émirats arabes unis, puissent avoir accès à ce Louvre avec tout le savoir qu'il présente. C'est également très important d'avoir donc ce musée à portée pour tous les habitants des Émirats arabes unis. Et ceci va de pair vraiment avec notre approche, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de faire un pas supplémentaire quelquefois pour pouvoir rendre ce musée accessible à tous. Donc, il s'agit vraiment de le rendre accessible, comme je viens de vous le dire, aux citoyens, aux habitants, à tout le monde. Donc, c'est vraiment très important de travailler de cette façon.
On veut également inclure vraiment tous les segments de la société, les enfants, les adultes, tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons, en l'occurrence, mis un seul prix unitaire pour justement avoir accès à ce Louvre, c'est-à-dire qu'on veut vraiment le rendre accessible à tous, sans distinction. Ça fait vraiment partie des valeurs que nous partageons. Bien sûr, nous sommes toujours en train d'imposer un prix unitaire, c'est très normal. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ce musée soit accessible à tous et nous voulons vraiment que les gens se sentent comme chez eux. Donc voilà, pour résumer, pour tout le monde, nous voulons vraiment que le musée soit accessible pour tout le monde. D'accord, très bien. Donc c'est un musée pour tout le monde. Le savoir est pour tout le monde, est à portée de main de tout le monde. Vous avez dit que vous avez dû fermer pour 100 jours pendant la pandémie, pendant le Covid. Et bien sûr, ceci a changé un peu votre rythme. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu une certaine accélération numérique dans les musées pendant le Covid? Et est-ce que cette accélération a été soutenue? Vous me rappelez de moments très difficiles, très blessants, ou voilà, ou de moments très difficiles, surtout au musée du Louvre à Abu Dhabi, parce que c'est un musée vraiment de collection, c'est un musée de rencontre entre les êtres humains, donc entre les personnes. Donc voilà, c'était assez difficile de vivre le Covid. C'était des moments vraiment très difficiles et douloureux. Donc voilà, bien sûr, il y a eu une loi qui était passée à Abu Dhabi et on a dû fermer nos portes, comme vous l'avez très bien dit, parce que voilà, c'est la loi. Pour nous, il y avait un défi supplémentaire parce que nous venons d'ouvrir. Donc voilà, c'était très difficile pour nous de décoller, si vous voulez, et d'aller au-delà de l'ouverture professionnelle et officielle du Louvre. Donc, c'est pour ça que pour le monde des musées, je pense que cette pandémie a été difficile à vivre et qu'il y a eu en effet une accélération numérique. Nous sommes toujours en mode projet, si vous voulez, c'est-à-dire que nous voulons toujours lancer de nouveaux projets. Nous voulons vraiment attiser le public. Un des collègues nous disait, allez, il faut vraiment rouvrir, on foisonne d'idées. Donc, pendant la fermeture, nous avons utilisé la technologie, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec les visiteurs, pour pouvoir communiquer avec le monde. Nous avons de nombreux outils, une panoplie d'outils, en fait, que nous utilisons. La plupart des outils sont basés localement. Et c'est des outils qui sont vraiment très révélateurs. Donc, on a par exemple travaillé sur la traduction, sur l'adaptation technique, et nous avons plutôt réussi à vraiment avaler ou à pouvoir développer plutôt un contenu numérique plus consistant. Donc, le numérique a toujours été utilisé, mais pas de façon bilatérale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le numérique entre deux personnes. Ça a toujours été de façon latérale.
Mais jamais on a vu vraiment cette relation de façon bilatérale. Et bien sûr, quelquefois, quand vous êtes exposé à un certain contenu numérique, vous ne comprendrez les objets exposés au musée que mieux après avoir été justement exposé, comme je viens de vous le dire, à ce contenu numérique. Donc voilà, je vous le dis, c'est vraiment beaucoup de défis. Ça nous fait vraiment triturer les méninges, cette accélération numérique. Comment est-ce qu'on peut vraiment surmonter ces défis? Comment on peut être créatif, innovateur? Et comment est-ce que vous pouvez revisiter le musée de façon créative et de façon différente, avec un œil différent après avoir lu le contenu numérique? Donc, peut-être vous allez avoir la traduction entre audio descriptif d'une certaine vidéo qui est visionnée donc au musée. Peut-être vous allez voilà voir les choses différemment. Peut-être vous allez entendre l'histoire de Mein Kampf, mon combat. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir une expérience très individualiste et personnelle. Et je suis contente de savoir que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, sera présent physiquement au musée du Louvre. Donc, je pense pas que l'outil, c'est vraiment la fin de la stratégie de développement, mais bien au contraire, c'est la pierre angulaire. Oui, moi aussi, je vois la technologie comme l'accompagnement, mais pas la pierre angulaire. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment d'accompagner le travail. Oui, par exemple, pour l'audio guide. Vous allez avoir beaucoup de contenu d'orientation avec l'audio guide. Parce que, comme vous savez, maintenant, l'audio guide est téléchargé sur votre téléphone. Donc, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir accès à l'information, accès au savoir. Mais ça vous permet également de développer votre expérience, votre compréhension des choses. Vous pouvez, par exemple, partager ce contenu avec d'autres personnes. Donc, voilà, c'est une version très malléable. Et le musée a les capacités d'avoir une expérience très ciblée, et ce n'est pas aléatoire, bien sûr. Donc, ça dépend vraiment du type de savoir qu'on veut faire circuler. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment de permettre aux visiteurs de s'amuser et également d'avoir accès à l'information. Je vais parler un peu plus de la technologie. Quelle est la vision du musée vis-à-vis du métaverse? Je suis une personne d'un certain âge, c'est-à-dire que je lisais des livres lorsque j'étais adolescent. Et lorsqu'on parle de la visualisation, je ne sais pas s'il y a une surréaction entre le monde physique, le monde réel, et le monde métaphysique, virtuel ou de ce métaverse. Et là, je pèse mes mots. Je pense qu'il y a une certaine expérience
curative. Je ne sais pas, je pense que je parle vraiment d'un point de vue assez philosophique. Nous vivons dans un monde où nous sommes vraiment bombardés par les images, bombardés par ce contenu métaphysique. On peut bien sûr développer la qualité de ce qu'on lit, mais nous, en tant qu'être humain, je ne sais pas si nous pouvons vraiment dissocier entre les informations qui sont correctes et les fake news, par exemple. Et ceci vient bien sûr de l'éducation, de plusieurs facteurs. Donc, je ne pense pas que le métaverse pourra vraiment prendre le dessus, pour tout vous dire. On parle beaucoup entre nous, on parle de ce pouvoir de discernement. Donc, l'utilisation de la technologie par les images, par les informations. Nous avons par exemple le Grand Tour. Et là, je pense que la transmission d'images est vraiment prioritaire. Cependant, ce qui est important, c'est comment vous éduquez vos enfants, comment est-ce que vous communiquez ces informations. Parce qu'il y a bien sûr la proposition d'avoir un certain espace physique et d'avoir ce monde physique et ce monde virtuel. Je ne pense pas qu'il s'agit vraiment de deux mondes opposés, si vous voulez, l'un contre l'autre, mais c'est vraiment assez complémentaire. Et moi, je suggeste d'avoir une certaine éducation. Si vous lisez par exemple le livre sur la reproduction mécanique des villages, vous comprendrez que le contenu digital sera beaucoup mieux absorbé, par exemple. D'accord. Je pense que le temps presse. Je vais poser encore une ou deux questions au maximum. Le titre de l'essai de 2001 de Horst Bredekpan est ce qui suit. Pas de musée sans recherche, pas de recherche sans musée. Qu'en pensez-vous et comment le musée peut-il être un lieu de production de savoir et de connaissances? Horst Bredekamp, excusez-moi, est basé en Allemagne. Donc là, on est en train de reparler de cette relation de complémentarité et il a totalement raison, bien sûr. Et je pense que j'ai déjà parlé de cette relation assez circulaire. Les musées qui ont des collections ou des expositions tangibles ou des objets, si vous voulez, d'art, donc ces musées présentent leur contenu aux visiteurs. Et bien sûr, ils ne peuvent le faire s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Un musée sans base, sans fondation, il se peut que ça soit mon goût, ton goût, ou encore le goût de la personne qui a envie de mettre ses collections l'une à côté de l'autre. Donc, il s'agit vraiment d'ajouter justement ce savoir ou d'ajouter également cet élément de savoir, que ce ne soit pas aléatoire. Comme vous le savez, on ouvre Abu Dhabi et c'est un projet qui a été un peu suspendu à cause du Covid.
Nous sommes en train de construire un laboratoire qui est connecté, bien sûr, mais pour savoir, donc si vous voulez par exemple scanner une certaine image, si vous voulez scanner quoi que ce soit, comme vous le savez, il y a des matériaux qui sont très fragiles, il y a des objets d'art qui sont également très fragiles. Donc voilà, on essaie vraiment d'utiliser la technologie à bon escient. Il s'agit d'un même espace. Si vous voulez avoir une idée intelligente à raconter, vous devez faire beaucoup de recherches derrière. Et il faut également que cette information soit accessible. Donc voilà, c'est un cercle, ça tourne en rond. Et je pense que c'est une relation très enrichissante entre les musées et le savoir. Et c'est pour ça que nous construisons vraiment cette narrative de savoir. On base en fait notre travail sur le savoir et sur cette histoire universelle qu'on a envie de raconter. Et je pense bien sûr que même si nous changeons les différents angles, on va arriver au même résultat. Donc oui, parfaitement, pas de musée sans recherche et pas de recherche sans musée. Vous avez parlé un peu de la dernière question que je voulais poser. Quelle est l'importance de la collaboration avec les universités et avec les institutions éducatives en tant que musée? C'est extrêmement important d'avoir des partenariats, des collaborations avec les universités et bien sûr les entités éducatives et pédagogiques. C'est vraiment très important d'être en étroite collaboration avec les universités. Et je pense que c'est mal faire si on veut le faire autrement. Donc, c'est très important d'avoir des accords de partenariat collaboratif avec les entités académiques. Nous, par exemple, nous sommes en étroite relation. Nous avons entretenu une relation très étroite avec le monde académique, avec les milieux académiques et universitaires. Nous travaillons avec l'université des Émirats arabes unis. Nous travaillons également avec d'autres universités. Donc, nous avons l'université à Al-Ain. Et lorsque je parle d'une collaboration très étroite, je ne parle pas que seulement d'une collaboration au niveau de l'administration, mais également au niveau du quotidien, si j'ose dire. Et c'est pour ça que nous lançons des projets de recherche carrément avec les universités. Lorsqu'on parle de Bredenkamp, en fait, il n'y a pas de musée sans recherche, c'est-à-dire pas de musée sans relation étroite avec les milieux académiques. Oui, bien sûr, c'est un écosystème en tant que tel, c'est un écosystème à part entière. Oui, oui, bien sûr, nous avons lancé des symposiums, pardon, pendant le Covid et des séminaires également. Et nous avons réussi à vraiment penser sur cette question de relation avec la recherche, avec le monde universitaire et académique. Et c'est pour ça que nous avons vraiment de nombreuses histoires de réussite avec, comme je viens de vous le dire, les universités. Donc voilà, il y a une certaine approche chimique, si vous voulez, mais voilà. Merci beaucoup, Manuel. Merci pour ce No Talk. Il est déjà 13 heures aux Émirats arabes unis. J'espère que la prochaine fois, je vais vous rencontrer personnellement à Abu Dhabi en live. Et bien sûr, nous allons vous souhaiter la bienvenue, vous et tous les participants.
Merci beaucoup pour le personnel et l'équipe du Louvre à Abu Dhabi. Donc, joyeux anniversaire, si j'ose dire. Voilà, ensemble. Merci, Manuel. Merci pour l'équipe de No Talks, du PNUD, également du Mohammed Ben Rachid Al Maktoum Knowledge Foundation, pour les interprètes, pour toute l'équipe, pour tout le personnel. Merci beaucoup. Merci pour les participants également et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup encore une fois. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.